ai plusieurs. J'ai une noire, une bleue, une rouge, mais je prendrai la rouge aujourd'hui parce que c'est la plus simple à utiliser. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette session numéro 3 des tips de l'IFRAB. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas, chez moi, il fait un temps horrible et donc, c'est la bonne occasion de pouvoir se caler devant son téléphone, sa tablette ou son ordinateur pour pouvoir regarder tous ces bons conseils qu'on essaye de vous amener pendant votre rendez-vous hebdomadaire des tips de l'IFRAB. Alors, aujourd'hui, on reçoit Quentin Hott. Je ne vais pas trop dévoiler qui il est, je vais le laisser se présenter. Et est-ce que déjà tu vas bien, Quentin? Ouais, écoute, tout va bien, Yann, je te remercie. Je te Est-ce remercie. que, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en deux mots? Pas de problème, du coup, Quentin Hott. Du coup, je suis salarié de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, je suis CTF de la Ligue. Après, mes missions se constituent principalement sur le pôle espoir de Lyon, du coup, sur la coordination de la préparation physique des deux secteurs, des filles et des garçons. Après, j'entraîne également les filles avec Charlène Colette. Et j'avais également comme mission cette année, du coup, la préparation physique de l'équipe masculine de National Lune de Pont-de-Chéruy cette année. Voilà. D'accord, super. Donc aujourd'hui, Quentin va intervenir sur toutes ces petites routines qui peuvent éviter de se blesser. Avant de lui laisser totalement la parole, pensez à pouvoir vous partager pendant les commentaires toutes les questions que vous voulez poser à Quentin. Je m'en ferai écho. Pensez aussi à diffuser un petit peu cette vidéo autour de vous à toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Je vous rappelle qu'on est sur un format assez court, très pratique, et que la vidéo, on la remet après à disposition sur les GTV. Vous avez vu qu'on essaie d'améliorer un petit peu le produit à chaque fois. Là, Guillaume nous a fait de belles vignettes et une belle petite musique d'intro. On va essayer de continuer à développer tout ça pour vous servir un format qui soit le plus accessible possible. Voilà, je parle pas plus, je passe la main à Quentin et n'hésitez pas, encore une fois, à intervenir dans les commentaires pour pouvoir poser vos questions. Quentin, la parole est à toi. Ok. Écoute, merci Yann déjà pour l'invitation. Je l'ai pas dit et c'est un plaisir de vous retrouver sous ce format-là qui est très nouveau pour moi. C'est vrai que j'ai choisi la thématique de la prévention des blessures parce que c'est quelque chose qui m'est cher en tant que préparateur physique. C'est-à-dire que c'est vraiment un fil rouge que j'ai sur le pôle de Lyon et même sur l'équipe de N1 de Pont. C'est quelque chose qui me suit. Et aujourd'hui, la thématique de la prévention des blessures, j'ai voulu l'axer principalement en fait sur le travail des mini-bandes. Je pense que tu le vois un petit peu à la caméra là. Ouais, bien sûr. Et plusieurs, j'ai une noire, une bleue, une rouge, mais je prendrai la rouge aujourd'hui parce que c'est la plus simple à utiliser. Et du coup, essayer de développer un petit peu les objectifs qu'on peut avoir avec ces mini-bandes. Alors ces mini-bandes, en fait, je pense qu'on les observe de plus en plus dans les salles de basket et c'est un outil qui prend une place vraiment intéressante dans l'entraînement et dans la préparation physique, principalement dans l'échauffement. D'autant plus, en fait, c'est quelque chose qui est très simple à utiliser, qui est transportable, et je vais essayer du coup de vous expliquer comment on peut l'utiliser vraiment dans une logique de prévention. Alors, ces mini-bandes, moi, je les utilise vraiment quasiment tout le temps sur les séquences d'échauffement, en priorité pour développer et activer les muscles de la ceinture pelvienne, en fait, autour du bassin. Et puis également pour essayer d'activer tous les muscles de la chaîne extenseur, qui sont quand même des muscles qu'on retrouve principalement dans l'activité basket. Alors en fait, la ceinture pelvienne, pour expliquer pourquoi je mets le focus là-dessus, en fait c'est un carrefour, cette ceinture donc autour du bassin, c'est un carrefour où il y a plein de chaînes musculaires qui se croisent. On a notamment les fessiers, où ces mini-bandes vont permettre d'activer vraiment les fessiers. Donc à travers les fessiers, on a plusieurs muscles, tu vois, le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier et le tenseur du fascia lata. Mais ce carrefour-là, en fait, autour de la ceinture pelvienne, s'il n'est pas fluide, en fait, ça peut engendrer d'autres conséquences par la suite et d'où amener à des risques de blessures. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Si fait. tu me coupes Yann et j'essaye de clarifier les choses. Ok. En fait, j'ai voulu mettre l'accent sur la prévention des blessures autour de la ceinture pelvienne avec ces mini-bandes dans une logique d'équilibre de la posture et de contrôle postural. Voilà. Alors, pour juste expliquer un petit peu plus pourquoi je mets l'accent sur les fessiers. Alors, les fessiers en soi, ils ont un rôle d'extension de la hanche qu'on va retrouver lors des sauts. C'est-à-dire qu'on a un appui bilatéral et qu'on va sauter vers le haut, la hanche qui va partir vers l'avant, c'est les fessiers qui vont nous permettre d'avoir cette extension de hanche. Et surtout, les départs en dribble, alors c'est plus unilatéral que d'un seul côté, mais sur une situation jouée dans l'attractivité basket, les fessiers sont énormément sollicités. Sauf que si les fessiers sont pas suffisamment forts, en fait, ou s'ils sont pas activés avant de rentrer sur le terrain,
bah, en fait, ça peut provoquer ce qu'on appelle des réactions en chaîne. Et les réactions en chaîne, elles peuvent du coup engendrer des douleurs autour de la zone du bassin. Ça veut dire, ça peut avoir des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau de la zone lombaire. Ça peut être des douleurs au niveau des ischio-jambiers. Ça veut dire qu'on peut avoir une raideur au niveau des ischio-jambiers et après peut-être avoir une petite pointe qui apparaît et plus avoir une sorte d'élongation ou un claquage au pied. Mais en gros, les fessiers, ils vont avoir un impact sur tout ce qu'il y a autour. Sur tout ce qu'il y a autour. Donc les lombaires, les ischio-jambiers, mais également la stabilisation des hanches et la stabilisation des genoux. Donc, les genoux, on observe chez les jeunes joueurs, tu vois, moi sur le pôle espoir, j'ai énormément de jeunes filles qui ont des valgus des genoux, c'est-à-dire que les deux genoux qui rentrent vers l'intérieur et qu'on appelle les genoux en X. Et du coup, permettre d'activer les fessiers en amont des entraînements, ça va permettre de verrouiller la hanche, de verrouiller la cuisse dans une rotation externe et du coup de permettre aux genoux de ne pas rentrer vers l'intérieur. Voilà. Alors, Quentin, je te coupe parce que j'ai envie de savoir. Donc, toi, tu parles d'activation, c'est-à-dire plutôt un échauffement spécifique de ces fessiers et tu parles pas forcément de renforcement des fessiers. Alors, je parle d'activation. Le terme renforcement, tu peux l'utiliser également, mais en fait, je préfère dire activation pour activer avant l'effort. D'accord. C'est-à-dire que je vais me préparer un effort, c'est-à-dire que je sais que dans l'activité basket, mes fessiers vont être sollicités. Et je préfère d'appeler d'activation, c'est-à-dire qu'on va recruter des unités motrices, on va préparer le muscle à l'effort en disant attention, là, il y a quelque chose qui va arriver. Et je préfère parler d'activation en échauffement avant l'activité. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu le prix du matériel que tu utilises, là, le prix des bandes? Ouais, pas de souci. Alors, tu as beaucoup de fournisseurs, hein. Il y a beaucoup de fournisseurs. Moi, celle que j'ai là, c'est de la marque Pure. J'en ai donc tu as plusieurs résistances. La noire, c'est la plus dure. La rouge, elle est plutôt light. J'ai une bleue qui est médium. À l'unité, ça varie entre 6 et 7 euros à peu près. Après, tu as des packs de 3 à 4. Donc, chez Pure, j'ai cherché un petit peu les prix. Chez Sveltus, par exemple, tu en as 4 pour 13 euros, tu vois. Chez Fort Trainer, c'est à peu près 4 pour 13-15 euros. Après, celle que je conseille vraiment, et je ne les ai pas aujourd'hui, c'est la marque Blackroll. Parce que la marque Blackroll, en fait, elle est en tissu. Tu vois, là, c'est une sorte de latex qui est très élastique. Mais Blackroll, en fait, c'est en tissu, ce qui fait que niveau solidité, c'est incassable. Et je trouve que la qualité est meilleure. C'est un tout petit peu plus cher. Tu vois, les bandes Blackroll, elles sont aux alentours de 12-13 euros l'unité que tu peux acheter en pack. D'accord, d'accord. Donc, c'est pas quelque chose qui est excessif en termes de prix. Et si on doit investir un petit peu pour éviter des blessures, c'est peut-être intéressant. Exactement, je trouve que c'est pas un prix qui est très conséquent non plus. L'acheter en pack et pouvoir l'utiliser, il n'y a pas beaucoup de cassures. Moi, j'ai pas beaucoup de cassures sur les bandes élastiques sur le pôle espoir. Après, lorsqu'on force vraiment là-dessus, ça peut péter sur le long terme, mais c'est quand même rare. C'est quand même rare. D'accord, ok, super. Bon, je te laisse développer. Pas de souci. Ce que je te propose du coup, c'est de passer sur le côté pratique. Donc, si, tu vois le côté objectif des bandes élastiques qui est à peu près compris, passer sur le côté pratique. Et je vais te montrer. J'ai essayé de prioriser. J'ai choisi mes situations préférées, mais il y en a plein, donc j'ai dû prioriser. Et que je t'expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi de le mettre sur autour des pieds, des chevilles ou du genou. Donc, je vais juste bouger ma caméra et la mettre au sol. Tu me dis si tu me vois bien, Yann? Ouais, écoute, on te voit pas trop mal. Ok. Alors, l'idée, c'est de filmer plutôt tes pieds. Hein. Ouais, là, tu vois mes pieds? Ouais, très bien. Ok. La première situation, en fait, je vais prendre la bande élastique et je vais la mettre vraiment autour des pieds. Ok. Alors, j'expliquerai pourquoi après l'utilisation autour des pieds en priorité. Le premier travail, je vais essayer de faire en statique parce que là, du coup, j'ai pas trop d'espace devant moi. Mais je vais prendre un appui au sol sur une seule jambe. J'ai ma jambe droite qui est tendue là. Et je vais venir la pousser fort sur le côté et contrôler le retour. J'ai mes deux mains sur le bassin, je la pousse fort sur le côté et je vais contrôler le retour. D'accord? Mon pied touche à la fin et j'enchaîne ce mouvement-là. J'essaie de garder le genou verrouillé et on sent déjà au niveau des fessiers, là sur le moyen fessier, ça commence un petit peu à être sollicité. Pareil de l'autre côté, je ne vais pas te faire démonstration, mais j'enchaîne là-dessus. Après, en dynamique, tu vois, tu peux avoir des petits schémas où je garde les deux jambes tendues, tirer ma jambe, ramener un pied, tirer ma jambe, ramener un pied. Repartir de l'autre côté, tu vois, sur des plus grandes longueurs. Là, tu vois pas la caméra. Tu vas faire ça combien de fois? Alors, je te le donne après, je reviens à la caméra et je te dirai. Yann. Ok. Les derniers, donc là, je t'ai donné appui un seul, un pied au sol, pareil après en dynamique. Et le dernier, juste, je me mets de côté, tu vois, essayer de faire une flexion de hanche unilatérale où je vais venir lever mon pied vers l'avant, comme ça. D'accord. Maintiens la posture et j'essaie d'avoir un pied qui est dynamique. C'est ma pointe de pied en l'air là. J'ai pas ma pointe de pied qui tourne, j'ai un pied qui est dynamique
et redescendre doucement. Je contrôle le mouvement, je redégage mon pied vers le haut et je redescends. Et pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Ok. Alors, pour répondre à ta question, je bois un coup parce que, à force de parler, quand même, ça. Vas-y, je t'en prie. Alors, généralement, je le fais. Moi, j'utilise beaucoup la largeur du terrain de basket, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que sur les pas latéraux, généralement, je fais travailler d'un côté jusqu'au milieu, jusqu'à la ligne médiane, et après, on change de côté. Donc, ça te fait en gros 10, 11, 12 reps par côté, D'accord. à peu près. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et tu varies sur ces trois exercices-là. Enfin, il y en a un que tu dois commencer, je pense, du coup, en statique sur la ligne de touche. Tu le Exactement. fais après en dynamique et après tu fais la même chose une fois que tu es arrivé de l'autre côté en statique avec l'extension de hanche, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, tu commences, c'est sur la ligne rouge, tu vois, sur les warm-up qu'on fait, les jeunes filles et les garçons du pôle, ils ont l'habitude, ils se mettent sur la ligne rouge, ils ont leur petite bande, on commence en statique, on fait un certain nombre de répétitions à droite, à gauche, après on part en dynamique, on traverse le terrain, on recommence une deuxième fois. Généralement, il y a 2 à 3 séries par genre d'exercice. D'accord. Alors, par expérience, souvent les athlètes sont attirés par ça les premières fois parce qu'il y a un attrait de la nouveauté et puis je pense qu'ils commencent a fortiori à être un peu sensibilisés à ces questions de prévention. Mais est-ce que le temps passant, il n'y a pas une forme de monotonie qui peut s'installer sur ce type d'exercice-là? La monotonie, tu vas l'avoir en fait si tu fais tout le temps les mêmes exercices. C'est-à-dire qu'après, c'est à toi d'être un petit peu plus créatif en tant que prépa. Et là, je t'en ai montré 3 principalement autour des pieds. J'aurais pu t'en montrer 5 autres. J'en ai encore d'autres en stock autour des genoux, autour des chevilles. Mais si tu veux, en fait, chaque mouvement est différent dans la sensation. C'est-à-dire que tu vas jouer en fait dans la différence de sensation. Tu vois ce que je veux dire? Si tu D'accord, restes dans le même mouvement, tes sensations elles vont être les mêmes, tu vas recruter les mêmes muscles, et ce qui fait que tu vas pas forcément avoir de changement. Alors que si tu proposes des choses nouvelles, ben tu vas dire ah tiens, là ça commence à piquer un petit peu plus de ce côté-là, ben ça apporte une certaine forme de nouveauté et tu casses un petit peu la routine. d'accord. On a une première question de Clément, Oops Trainer, qui pose la question au niveau de l'activation des fessiers. Est-ce que tu le fais sur tous tes warm-up, sur tous tes échauffements? Alors nous on fonctionne comme ça sur le pôle en tout cas. Alors sur le pôle, les jeunes joueurs ils doivent arriver 15 minutes avant le début de l'entraînement. Et sur les 15 minutes avant le début de l'entraînement, ils travaillent sur ce que moi j'appelle leurs besoins individuels. Donc les besoins individuels, en fait, ils font suite à des tests fonctionnels qu'on fait en début de saison pour observer est-ce que justement chez chacun les fessiers sont correctement activés ou non. Il se trouve que sur tous les tests que j'ai faits, quasiment la majorité des polices cette année, les fessiers n'étaient pas correctement activés. Donc, au début de chaque entraînement, j'ai des protocoles en fait qui durent 3-4 semaines et que je fais évoluer durant l'année. Mais au début de chaque entraînement, c'est pas long, mais il y a au moins 2 exercices d'activation fessier pour les joueurs au pôle espoir. D'accord, ok. Je te laisse enchaîner. Oui, pas de souci. Alors, juste pour expliquer pourquoi j'ai commencé avec la bande élastique autour des pieds. Notre métier de prépa, il s'inspire forcément un petit peu de la recherche scientifique et on est obligé d'avoir un œil là-dessus. Il y a une étude super intéressante qui est sortie en 2019, donc assez récemment, qui a montré en fait que lorsqu'on mettait la bande autour des pieds, on avait un plus grand recrutement du moyen fessier et du grand fessier en comparaison au moment où on met la bande autour des chevilles, autour des genoux. Voilà, donc c'est juste ma justification. C'est vrai qu'on le voit souvent autour des genoux et je vais vous montrer quelques exercices autour des genoux. Mais du coup, si on s'inspire un petit peu du côté scientifique, il est préférable de le mettre autour des pieds nus ou non. Moi, je préfère pieds nus quand même dans une logique d'un peu d'équilibre et de travailler la voûte plantaire, pardon. Et du coup, c'est juste cette justification-là. Voilà. Quand tu dis pieds nus, c'est pieds nus vraiment les pieds nus ou tu peux être en chaussettes? Chaussettes, ça marche. D'accord. Et donc là, on peut imaginer que le joueur, en espèce de pré-warm-up, commence avec la bande autour des pieds en chaussettes et puis après enfile les chaussures. Exactement. C'est-à-dire que le pré-warm-up, quand je te disais les 10-15 minutes avant, généralement, moi, je leur demandais d'enlever les chaussures parce qu'il y a d'autres exercices où on va travailler sur la capacité à renforcer et avoir un pied fort. Et pour moi, c'est une priorité d'être pieds nus ou d'être en chaussettes. Ok, super. Voilà. Du coup, j'enchaîne avec la deuxième possibilité. Je remets ma petite caméra au sol. Donc, la deuxième possibilité, c'est de mettre la bande élastique autour des chevilles. Voilà, donc pareil, je vais essayer de proposer un en statique et un en dynamique. Donc, le premier en statique, la main au niveau des hanches, toujours un appui sur un seul pied. Là, il faut vraiment que j'ai un appui qui soit très fort dans le sol. C'est-à-dire que mon genou, déjà, je veux qu'il soit axé par rapport à mon pied et je ne dois pas avoir un genou qui est laxe. Mais après, j'expliquerai comment faire là-dessus.
Donc ma jambe qui est tendue, je vais venir là, mettre un coup de pied vers l'avant. Là, je te montre mes doigts de pied. Mettre un coup de pied vers l'avant et je vais faire un demi-cercle sur le côté pour retrouver ma jambe tendue vers l'arrière et je reprends le même travail. Je kick vers l'avant, faire un demi-cercle sur le côté, retrouver ma jambe tendue vers l'arrière et enchaîner. Ok? Donc ça du côté gauche et pareil alterné. Donc ça c'est les statiques. Et le dynamique, moi je l'appelle le pas du hockeyeur. Alors on imagine qu'on est sur la glace, tu vois. On imagine qu'on est sur la glace et je viens tirer mon pied en diagonale et je vais glisser vers l'avant. Donc je touche et je dégage en diagonale. Donc là, il faut s'imaginer la largeur du terrain de basket, tu vois. Et pareil en marche arrière. Je reviens, toucher, dégager, toucher, dégager. Tu vois le truc? Ok, ouais, très bien. Voilà. Donc ça, c'est juste après pour changer un petit peu la routine entre soit autour des pieds ou soit autour des chevilles. Et pareil. C'est de toi la terminologie pas du hockeyeur? Non, non, c'est de. Alors moi, je l'ai chopé d'El Moral. D'El Moral, Benjamin D'accord. du Loup. Et dans son bouquin, il y avait marqué ça. Et en fait, c'est une image qui marche parce que les mecs, quand tu leur dis, les mecs ou les jeunes filles du pôle, tu dis, voilà, vous imaginez, vous êtes sur la glace et vous glissez. Bah, du coup, ils s'imaginent vraiment sur la glace et ils glissent. Et du coup, je trouve que dans le contrôle moteur, c'est intéressant. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Je partage cet avis et des fois, c'est intéressant d'avoir quelques images ou une terminologie appropriée qui font tout de suite référence à des images que le gamin peut réutiliser. Exactement. D'accord. D'accord. Donc là, c'est la même chose, hein. Tu commences d'abord en statique sur une ligne de touche et après, tu évolues vers l'avant avec le pas du hockeyeur. C'est de trouver l'équilibre entre du statique et du dynamique. D'accord, d'accord, d'accord. Comment est-ce que tu fais passer les jeunes filles et les garçons, là, les jeunes garçons, d'une bande à l'autre? Comment tu les fais évoluer? C'est-à-dire? Là, je crois qu'il y a différents types de résistance au niveau des bandes. Alors, Qu'est-ce qui va te donner, quelle va être pour toi l'indication où tu vas te dire, bon là, cette bande-là, elle ne sert plus à rien, je passe à une autre bande. Alors, la première indication, elle est dans la posture, en fait. C'est-à-dire que quand ils le font, moi, je suis à côté où j'ai mon stagiaire en prépa, on est au moins deux sur le warm-up, et on va regarder la posture. C'est-à-dire que si dans la posture, je remarque qu'il n'arrive pas à choper une amplitude qui est suffisante pour justement activer les fessiers, je me D'accord. dis, bon, ben là, la bande, elle est peut-être trop résistante. Ok. Par contre, à l'inverse, ben, tu peux aussi avoir des jeunes joueurs qui trichent. C'est-à-dire qu'ils savent que la bande verte, c'est la plus simple. Il y en a peut-être qui me regardent là et je leur fais une petite dédicace. Ils vont arriver se batailler pour prendre la bande bleue qui est la plus simple, tu vois. Et je vois très bien en fait que bah, l'amplitude elle est peut-être trop grande, il y a une certaine forme de facilité. Et du coup là, je vais leur challenger, je lui dis écoute, prends la bande rouge, essaie de refaire le même travail et d'enchaîner. Mais tu es obligé d'avoir une certaine forme de regard par rapport là-dessus. Après, je trouve qu'il faut aussi développer l'autonomie du jeune joueur, quoi. C'est-à-dire que l'explication qu'on va avoir avec lui en disant ben là on va activer ce muscle là qui est nécessaire dans tel mouvement au basket, ben, lui va permettre de comprendre, ça va lui permettre de comprendre pourquoi il le fait et du coup tu vas plus loin je trouve dans l'apprentissage pédagogique. Super, super. On te laisse continuer? Pas de souci. Et du coup la dernière situation avec la bande élastique autour des genoux. Donc c'est ma dernière démo. Donc si je la place autour des genoux, donc c'est quelque chose qu'on voit peut-être de manière un petit peu plus classique. Donc moi généralement je la place juste au-dessus des genoux, d'accord. Donc, au départ, on essaye déjà d'avoir un espace qui soit à peu près de largeur du bassin. Largeur du bassin. Et dès le départ, avant d'engendrer le moindre mouvement, je vais déjà essayer de créer ce qu'on appelle un moment de force. C'est-à-dire que je vais contracter mes fesses. En contractant mes fesses, mes hanches, en fait, elles sont verrouillées. Je protège mes hanches. D'accord. Et avant de créer un mouvement, mon pied droit, je vais essayer de le visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et mon pied gauche, je vais le visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, j'essaie de faire simple. Mais que si je fais ça, en fait, moment de force au niveau du bassin, moment de force au niveau des pieds où je visse mes pieds dans le sol, ben forcément mon genou il sera protégé. C'est-à-dire qu'il sera soit dans l'axe, soit vers l'extérieur. Si je fais pas ça, je verrouille pas mes hanches, je verrouille pas mes pieds, mes genoux là ils peuvent bouger. Parce que D'accord. et notamment chez les filles où dès le départ, elles vont avoir une posture qui est comme ça. Donc on a dès le départ un valgus qui est naturel. Okay. Donc au départ, moi je vais leur demander, je contracte mes fesses, je protège mes hanches, je visse mes pieds dans le sol, je protège mes pieds et par conséquent, là j'ai mes genoux qui sont soit axés par rapport à mes pieds, soit vers l'extérieur. Et c'est ça que je recherche en fait. D'accord. Voilà. Donc dans cette position-là, j'ai mes deux pieds au sol. Et là, un peu dans la même logique, je prends appui sur un seul pied et je garde par contre mon genou qui est verrouillé et mon pied vissé au sol. Et là, ma hanche, je vais venir la dégager vers l'extérieur et revenir doucement. Okay, donc je suis fléchi, j'ai pas à toucher le sol. Dégager ma hanche
et revenir doucement. J'ai mes mains au niveau des hanches et je garde toujours ce mouvement de force là sur mon genou. Je ne veux pas ce mouvement-là vers l'intérieur. C'est interdit. Okay, donc ça, c'est en statique, à droite et à gauche. Et après, en dynamique, c'est un exercice que j'aime bien. Donc une position légèrement fléchie. Pareil, avant d'engager le mouvement, je crée de la rotation externe. Et là, je vais venir avancer un pied, d'accord, en légère fente avant. Avancer un pied, ma jambe arrière, là, il faut qu'elle résiste. Il ne faut pas qu'elle rentre vers l'intérieur. Et après, je remets le pied à la même hauteur. Okay, j'avance un pied, je mets le pied à la même hauteur. Et après, je dégage la même chose en marche arrière. Je recule mon pied et je mets le pied à la même hauteur. Et à chaque fois que je m'arrête, je retrouve ce moment de force en poussant mes rotules vers l'extérieur. Donc, je fais une rotation vers l'extérieur. Il ne faut pas avoir ce genre de situation. D'accord, ok. Très bien. Je vais être un peu provocateur, mais Vas-y. pourquoi prendre du temps pour ces routines-là? Et pourquoi pas prendre ce temps-là pour pouvoir faire du basket? Oh, tu me poses vraiment la question, là, Yann? Mais non, mais moi j'en suis convaincu. Mais je me fais un peu peut-être le porte-parole de certaines personnes qui pourraient s'interroger. Bah, si tu veux, je vais avoir deux réponses. Ma première réponse, c'est que dans une logique pédagogique, dans une structure pour l'espoir, si je fais que du basket tout le temps, déjà, je suis quasiment certain que j'aurai plus de blessures que si je faisais de la préparation physique en plus. Donc, la surspécialisation du basket, qu'elle soit uniquement dans une structure comme la nôtre en pôle ou même depuis le plus jeune âge, en fait, tu vas développer tout le temps les mêmes mouvements, tu vas activer tout le temps les mêmes muscles, et ce qui fait que tu vas créer des équilibres qui sont énormes. Quand je te parlais de carrefour avant, tu vois, je te disais la ceinture pelvienne, c'est un carrefour. C'est-à-dire que ce carrefour, il y a une chaîne musculaire qui se croise. Si mon carrefour, il n'est pas fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu rouge et de feu vert, d'accord, comme un carrefour normal, mais qu'il n'y a que des feux verts et que des feux rouges qui fonctionnent tout le temps, ben, je vais créer des déséquilibres qui vont forcément m'amener à la blessure. Okay, alors que si mon carrefour il est suffisamment fluide et je suis capable d'alterner entre feu rouge et feu vert, je vais avoir une synergie de mon corps et du coup, je vais avoir un schéma moteur qui va me permettre de tout faire, pas seulement que du basketball. D'accord. Ok. Okay, Je vais te poser une dernière question. Tu as pas mal voyagé, notamment il y a quand même pas très très longtemps en Nouvelle-Zélande. Je sais que tu as été assez marqué par leur vision du sport. Tu as écrit même un bouquin reprenant un petit peu ce voyage-là et l'exploration que tu as pu en faire. J'aimerais que tu nous donnes ta pensée sur la formation physique du jeune en général. bon, si tu as encore 1 heure devant toi, ça serait bien. Tu me le fais en 5 minutes maxi. Franchement, j'ai pensé à cette question-là que tu me la poses. La réelle différence, et si je reste sur cette thématique de la bande, la réelle différence que je vois, c'est dans le développement de l'autonomie du jeune joueur. C'est-à-dire que le jeune joueur, en fait, dès le plus jeune âge, en Nouvelle-Zélande, en tout cas dans le rugby, on l'invite à être autonome. C'est-à-dire que si je sens que je suis pas fort sur un certain groupe musculaire, ben, je vais aller chercher le préparateur physique ou je vais aller chercher le coach en disant « Hey coach, je sens que là j'ai du mal ou je sens que ce muscle-là il n'est pas assez fort. Comment je peux faire ?» D'accord? Et ça, en fait, dès l'âge de 10, 11 ans, ils sont capables de le faire. C'est-à-dire que le coach, en fait, c'est pas celui qui va donner l'information, mais le coach, c'est celui qui va aider à partir du moment où c'est une action qui est propre de la part du jeune joueur. D'accord. Ok? Et ça, en fait, à partir du moment, et je reviens sur ce que j'ai dit avant, à partir du moment où ils ont compris le pourquoi, ben, ça va plus loin dans le sens qu'on veut donner aux jeunes joueurs. C'est-à-dire que quand ils comprennent le pourquoi en me disant, OK, je veux activer ce muscle-là, qui après m'est utile dans l'activité parce que je veux faire ce mouvement-là, ben, dans la pédagogie, on va plus loin. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui par rapport à la formation en France ou au général, mais c'est-à-dire que je suis quasiment persuadé que les jeunes joueurs qui rentrent au Pôle Espoir, c'est la première fois qu'ils vont une bonne comme ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont jamais utilisé en U13, ils l'ont jamais utilisé en U12 ou en U11. Alors que ben, en Nouvelle-Zélande, dans le rugby, c'est des choses en U10 qui sont intégrées. C'est-à-dire que quand ils arrivent en U14, U15, ben ça, ils l'apprennent, ils la font, ils sont en autonomie et derrière, on peut déjà aller plus loin dans le travail physique. Alors que moi, je suis toujours en train un petit peu de réguler par rapport à ce qu'on pourrait faire avant. Et c'est pour ça que la logique de formation des entraîneurs sur les jeunes catégories, U12, U13, elle est primordiale. Elle est primordiale. D'accord. Bon, écoute, je pense que le message sera reçu. Tiens, on fait un petit coucou à Margot Jauré, hein, qui a posé une question. Tu prendras peut-être le temps d'y répondre. C'est plus par rapport aux blessures de l'orgueil ou les blessures narcissiques.
Je pense qu'il y a une private joke là-dessus. Donc Margot qui travaille à la Ligue sur le basket santé, on lui fait un petit coucou. On va terminer. Je te remercie sincèrement d'avoir pris ce temps-là de partage avec nous. C'est toujours extrêmement agréable. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben écoute, tu peux me retrouver sur Instagram. Alors j'essaie de te mettre quelques contenus, mais c'est pas ma priorité non plus, mais je vais le développer. Donc je crois que mon compte c'est Hot Quentin. Et sinon ma page Facebook professionnelle elle est plus fournie. Donc je crois que c'est Quentin Hot préparateur physique sur Facebook, où il y a plus de contenu sur ce qu'on fait au pôle, sur ce qu'on fait avec la Nationale 1 de Pont. Et j'essaie de partager un maximum. Voilà. Super. Essayez d'aller jeter un œil. Quant à nous, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre compte Instagram qu'on essaye effectivement de développer. Donc, n'hésitez pas à partager pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, ça aide. Vous pouvez aussi nous retrouver le samedi en live sur Facebook avec les lives de l'IFRAB. Et samedi, nous recevrons le cofondateur de l'IFRAB, qui est Pierre-Olivier Croizat, et qui va intervenir sur comment mieux entraîner. Voilà, je vous salue tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci encore, Quentin. Et écoutez, certainement à mercredi prochain. Allez, bye bye. Merci. Ciao. Salut.